Oui, bonjour à tous. Donc, ce soir, je donne la parole à Pierrick, agriculteur, producteur de lait dans le Finistère, qui a des choses à nous dire. Et puis, il veut rebondir sur l'émission que j'ai fait avec Laurent Richier, qui a été bouché, qui reviendra dans d'autres émissions parce qu'il a plein de choses à dire sur l'alimentation et ses dérives, notamment de la grande distribution. Donc, Pierrick, tu veux réagir? Il y a plein de choses à dire, hein. Vas-y, je te donne la parole. Bonsoir tout le monde. Effectivement, donc j'ai vu la vidéo de Laurent. Ouais, quelque part, je comprends pourquoi il est devenu végétarien. L'histoire de la viande avariée, ouais. Bon, mais en même temps, je trouve que, disons qu'un excès n'a jamais gommé un excès. Et je suis pas sûr que ça va répondre à toutes ces interrogations. Et je pense que, alors moi, ce qui me dérange en propos, c'est qu'il laisse entendre que manger de la viande aujourd'hui, c'est manger de la merde, voilà, comme il le dit, hein. Et par contre, que manger des légumes, c'est bien. Et je pense que c'est excessif. En ce sens qu'il faut, Oui. je pense qu'il faut des deux, en fait. Faut pas Et généraliser, quoi. non. Et ce qui me dérange, en fait, c'est que on peut pas dire que la viande, c'est mal fait et que les légumes, c'est bien fait. Et c'est là-dessus, je trouve qu'il a pas assez insisté. Alors, peut-être parce qu'il sait pas, hein, mais Il va revenir dans d'autres émissions. ouais, et il fait pas assez la distinction, enfin, il insiste trop sur où sont produits les aliments et pas assez sur comment c'est fait. Parce qu'en fait, la question, c'est comment la nourriture est produite. À la limite, je dis peu importe d'où ça vient. Je dis bien à la limite. Parce que moi, à la limite, je préfère manger un steak italien. Si on me donne des garanties que c'est élevé à l'herbe, il n'y a pas de souci. Je préfère ça que manger un steak d'un de mes voisins qui nourrit ses vaches avec du maïs et du soja sans qu'elles sortent. Et puis des vitamines de synthèse, etc. Tu vois? OGM, soja OGM, OGM très et tout pauvre ce qu'on en veut. oméga 3 et en oméga 6. Voilà. Donc, évidemment, là, c'est là qu'on voit que c'est pas tellement d'où ça vient, mais c'est comment c'est fait. Et si c'est bien fait et que c'est local, c'est le top Ah ben le top, pour les c'est produits. local quand même, parce Voilà. on va dire qu'on Voilà. a intérêt à consommer des produits français. Ben, évidemment, bien évidemment. Mais que ce soit bien fait. Et c'est en ce sens que la qualité, c'est important. Alors, et comment dirais-je? Ce qu'il faut comprendre dans la qualité, c'est, souvent je raconte l'histoire de la poule et de l'œuf. Oui. Alors, il ne s'agit pas de savoir qui est arrivé le premier, parce que ça, à la limite, on s'en fout, mais si tu prends une poule et que tu la laisses gambader dehors, comme ça se faisait autrefois, hein, ou comme les gens le font encore, eh ben, elle va picorer tout un tas d'herbes, de coquilles d'œufs, elle va picorer des insectes, elle va picorer des œufs de larves, etc. Tu vois. Et au final, elle va te pondre un œuf. Et l'œuf, il sera riche en vitamines, en minéraux, en glucides, en protéines, en lipides. Enfin bref, un œuf. Si tu mets la même poule dans un bâtiment clos et en guise de soleil, des néons à LED, et que tu amènes du soja OGM, du maïs OGM, des vitamines de synthèse, des minéraux de synthèse, et c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui, il faut bien le savoir, elle va te pondre un œuf. Mais tu vas pas me faire croire que c'est le même œuf que le premier. C'est pas possible. Ou alors ça s'appelle un miracle. En fait, la poule, eh ben, elle peut pas tout royaliser que le roi. Elle fait avec ce qu'elle a. Donc, si tu lui donnes des mauvaises choses, eh ben, elle te fera un mauvais œuf. Et si elle a des bonnes choses, elle te fera un bon œuf. Et par extension, c'est vrai, ce qui est vrai pour l'œuf, c'est vrai aussi pour le lait, c'est vrai pour la viande, c'est vrai pour les légumes. Et jusqu'au bout, c'est vrai pour nous. Si on consomme des aliments qui sont bien produits, bien faits, eh ben, il y a de fortes chances qu'on reste longtemps en bonne santé. Tandis que si on consomme des aliments qui sont mal faits, bah, faut pas trouver bizarre de tomber malade. C'est là la distinction. Ça, c'est une notion de qualité. La qualité, c'est ça, en fait. C'est produire des aliments qui nourrissent les gens. Pas seulement remplir l'estomac, mais nourrir les gens pour les garder en bonne santé. Et c'est cette notion-là que
ouais, que lui, il n'a pas développé, mais que personne ne développe en définitive. Non. Et pourtant, elle est là, la qualité. C'est bien la façon de faire et pas tellement d'où ça vient. Alors, si c'est bien fait et local, c'est très bien Ah pour tout oui, le monde. le mieux, c'est local. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Et pour revenir sur l'intervention de Laurent Richier, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas, comment dirais-je, sur la traçabilité, parce qu'il a beaucoup insisté sur la traçabilité, Oui. il a, nous, en tant qu'éleveurs, c'est ce que je t'avais dit, on a quand même le sentiment que une fois que c'est franchi le seuil de la ferme, Ah oui. que tout est possible. Parce que chez nous, les marges de manœuvre pour bidouiller, il y en a quasiment pas, c'est très faible. On Faut peut pas en même pas, rigoler. on peut même pas retourner voir notre carcasse dans l'abattoir. Voilà. Et même sur la Pratiquement. ferme, faire du bidouillage, c'est pas possible, quoi. Ah non, non, Par non. contre, non, non, tandis que tu as l'impression qu'une fois que l'animal est monté dans le camion et a quitté la ferme, bah, en gros, il a témoigné de ça. Il a dit bah, tout est possible, Oui, quoi. Et je prends pour exemple, souviens-toi de ce qui s'est passé avec les steaks hachés de Spanghero, bien sûr, où ils ont mis du steak de cheval, enfin, bien de la sûr. viande de cheval. Alors, d'un point de vue nutritif, à mon avis, ça posait aucun problème. En termes de sanitaire, probablement que tout était clair. Mais l'arnaque, elle n'était pas là. C'est qu'ils ont acheté des vieux chevaux à bas prix et qu'ils ont mis dans le steak haché. Et là, le consommateur, mais lui, il veut acheter du steak haché de bœuf, pas du steak haché de cheval. C'est pas la même Ils ont chose. pillé des paysans en Roumanie. Il y avait 6 millions de paysans il y a quelques années, pauvres, avec le cheval et la charrette. Ils ont été pillés des chevaux là-bas, ces pauvres paysans roumains. Ils ont fait du fric Ouais, avec ça. ben voilà. Mais tu vois, et, en fait, ce qu'il expliquait, et c'est l'aboutissement, c'est pousser à bout un système pour faire du fric. Bien sûr, Et peu importe des moyens. Et donc, on est en plein là-dedans, quoi. oui. Et donc, mais tu te demandes comment c'est possible. Mais ça veut dire que la traçabilité, en fait, ben, on s'en tape, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre Moi, mot. je voudrais préciser avant que tu continues, parce que des fois on risque d'oublier, que quel Ouais, que soit qu'on soit en accord ou en désaccord avec Laurent Richier, il a eu le mérite et le courage, et il l'a toujours, parce qu'il continue le combat, d'oser dénoncer ça. Parce que ah, beaucoup mais, de bouchers ou de gens qui ont travaillé, c'est l'omerta, comme dans le monde agricole, on sait ouais, par qui on est pillé, mais personne ne dit rien. ouais, exactement. Mais exactement. Et donc, ça, moi, pour ça, je dis bravo, quoi. Il a dénoncé ça, c'est très bien, quoi. Et donc, dans la même veine de ce que je disais tout à l'heure sur comment c'est produit, c'est ça qui vraiment, c'est là la question qu'il faut se poser, c'est comment c'est produit. Et donc, tu parlais des oméga 6 et des oméga 3. En fait, les nutritionnistes, ils te disent que le rapport oméga 3 oméga 6, il doit être de 1 à 5 maximum. 1 pour les oméga 3 et 5 maximum pour les oméga 6. Or, aujourd'hui, et je prends pour preuve le livre d'Isabelle Saportin, je le montre, qui s'appelle Le livre noir de l'agriculture. Donc, vous pouvez le consulter, c'est page 120, 120 et ainsi de suite. C'est un livre qui a été écrit en 2011, où elle explique que déjà en 2011, la France, le rapport oméga 6 oméga 3 était de 15 pour 1 au lieu de 5, donc 3 fois plus. Donc, déjà, on crée un déséquilibre. Aux États-Unis, ils sont à 40 pour 1, alors le rapport devrait être inférieur à 5. 5, c'est le maximum. Tu vois un peu? Et donc, on a une alimentation qui est beaucoup, beaucoup trop riche en oméga 6 et très pauvre en oméga 3. Alors, excuse-moi de Donc, rebondir sur ton argument qui est un argument massu. Quand on dit que l'alimentation coûte cher, là, on a une des réponses. S'il y avait un meilleur équilibre, ça coûterait beaucoup moins cher parce que ça coûte une fortune sur le budget de la santé, ça. ah, mais complètement. Mais, mais complètement. Et c'est un vrai problème, en fait. Parce que de ce déséquilibre, et c'est très bien expliqué dans le livre, ils ont pris l'exemple avec des souris, un couple de souris, mâles et femelles, qui sont nourris au maïs et soja OGM. Donc, ils ont des petits. La mère allait ses petits et ils s'aperçoivent que les petits sont plus gros et plus gras que les parents. Une fois qu'ils sont sevrés, ils continuent à manger du maïs et du soja comme les parents.
Et donc, ils deviennent plus gros et plus gras. Et la troisième génération, ça se répète. Et ça continue comme ça. Donc, c'est une expérience qui est faite très rapidement, parce que les souris, ça se reproduit très vite. Donc, à une échelle de souris, sur un an, tu vois des choses absolument extraordinaires. Et tu vois le développement, en fait. Et donc, on en est là, en fait, aujourd'hui. Et donc, cette alimentation bah, provoque des diabètes. Ça, ce sont les médecins qui le disent, hein, ce sont des études. On retrouve ça dans le livre, hein. On retrouve des diabètes, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et Oui. des cancers. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Beaucoup hein. de maladies cardiovasculaires. Et c'est juste un problème de déséquilibre. Alors, aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il faut manger des quantités astronomiques de certains aliments pour compenser. Mais en fait, c'est stupide. Ce qu'il faut juste faire, mais ça, c'est pas fait tout de suite, c'est qu'il faut revoir notre mode de production. Et voilà. Et on y arrive toujours. Et donc, et en fait, comment dirais-je, ce qu'il faut donc changer l'alimentation, et ce qu'il faut, et ça nous amène à la PAC, tout ça. Ça nous amène à la PAC parce que après la guerre, donc l'agriculture était diversifiée. C'était ce qu'on pourrait appeler de l'agro-silvo-pastoralisme. Grosso modo, partout. L'élevage était réparti sur tout le territoire, les cultures partout. Il y avait des arbres fruitiers à peu près partout, selon les régions, hein, bien entendu, mais il y en avait à peu près partout. Et du coup, bah, les gens étaient moins malades qu'aujourd'hui. Ils étaient moins suivis. Ils avaient moins de moyens, mais ils avaient aussi moins de besoins. Et donc, ça a été comme ce modèle-là jusqu'au début des années 80, Oui. où on avait déjà mis en place une agriculture qui commence à bouger, Ah oui. et on s'est retrouvé des surproductions. On commençait déjà à entendre au début des années 80 des problèmes de surproduction. Et c'est là qu'était intervenu le commissaire européen Ray McSharry, qui était irlandais, et qui voyait bien qu'il y avait à la fois des problèmes de santé, des problèmes de surproduction et des problèmes de pollution. Et donc, il voulait mettre en place une politique agricole commune, européenne, basée sur le système herbagé. Oui. Donc, nourrir nos bovins avec de l'herbe plutôt qu'avec du maïs. Et c'est là qu'était intervenu Henri de Benoît, qui était à l'époque le patron de l'Association générale des producteurs de blé. La GPB, oui. Voilà, l'AGPB. Et en fait, il a eu la tête de Ray McSharry. Ah oui. Ah oui. Et ils ont mis en place le fameux Sir Léon Brittan, qui était un Britannique, donc très libéral, et qui disait, sans rigoler d'ailleurs, il disait, mais vous savez, on peut très bien faire du libéralisme sans prononcer le mot libéralisme. Fabuleux quand même. Et c'est ce qu'il a fait. Et de là, ça nous a mis la PAC de 92 qu'on a découverte, avec des primes maïs, des primes céréales, et rien pour les, comment dirais-je, pour les prairies. Rien. Bah, rien en gros pour les éleveurs, hein. Là, ça a été Ouais, un bon, déséquilibre ouais, total exactement. qu'a mis à l'écart les maraîchers, les producteurs de légumes, la PAC, les producteurs, les gens qui n'ont pas de terre, les producteurs de lapins, les producteurs de volailles, les Ouais, producteurs de porc qui n'ont pas de terre, ça existe, ou peu de terre. ouais, Ceux-là, très peu ils de ont terre, été ouais, mis à l'écart, les producteurs de ouais, miel, les producteurs de miel. ouais, tout à fait. Et donc, et de cette PAC donc, de 92, on a eu un paysage bouleversé, Oui. des fermes qui ont été bouleversées, une agriculture bouleversée, une alimentation bouleversée pour nos animaux et pour nous. Et puis, ben, on a eu la conséquence, mais ça, on verra dans une autre vidéo. La Mais course aux hectares, parce qu'avec la prime à l'hectare, sans limitation, la course aux hectares. ouais, et ben, on a aussi des sécheresses, les canicules, les inondations, parce que tout ça, c'est lié, en fait. Tout ça, c'est lié. Donc, quand tu vois la conséquence de tout ça, donc, c'est quand même très grave. C'est vraiment très grave. Et tout ça, ça vient de ce modèle agricole qu'on a mis en place, qui continue, en fait, à détruire les gens. Et donc, ça joue sur la santé. Mais on parle toujours de volume, et ça, tu le sais aussi bien que moi, quand on fait de la génétique, que ce soit en céréales, que ce soit en maïs, que ce soit avec nos vaches, laitières ou bovins viande, on est toujours en train admiratif des performances à Bien l'hectare, sûr. des performances laitières de nos vaches, des performances bovines en termes de viande, mais la qualité là-dedans,
Ben, on s'en fout. On est dans l'optimum technique, mais pas l'optimum économique. Et les premiers plans de remembrement qu'ont modifié les paysages normands et bretons, c'est les lois de 41 des nazis hein, pendant la guerre, qui avaient Ouais, déclenché les premières lois sur les remembrements qui sont venues après-guerre. Alors les ouais, remembrements, moi je suis pour, on est obligé de remembrer. Parce que sinon, le parcellaire français comme italien et tout, c'est catastrophique. Moi, je sais que j'avais 232 parcelles sur mon exploitation pour 38 hectares. Donc, c'est pas exploitable. Donc, les ouais. remembrements, c'est une utilité. Simplement, il faut savoir comment on les réalise. Un Voilà, remembrement ne veut pas dire un rachage total. voilà. Ben, c'est ce qui s'est passé. Exactement. Et sans aucune compensation. Ah Sans oui. aucune compensation. Parce que si déjà après la guerre ou dans les années 60 70, si on avait replanté selon un autre dessin, hein, bien sûr, mais si on avait déjà replanté à ce moment-là, aujourd'hui, on aurait des arbres qui seraient en pleine efficacité. Oui, parce que ça veut Or, dire, bon, les fossés qui ont été créés, remembrement, parcelles parfois trop grandes, sans, pas entourées de haies, et puis voilà. l'érosion, on perd 1 centimètre de terre tous les ans. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc, eh ben, on est en train simplement de détruire notre agriculture, détruire nos sols. Et ça, c'est l'orientation de l'agriculture, hein. On a fait croire aux paysans, notre génération en tout cas, hein, et même les anciens, on a fait croire qu'on pouvait compenser la- l'organique par de la chimie. Sauf un azote, enfin une azote ou une unité d'azote minérale, c'est pas tout à fait la même chose qu'une unité d'azote organique. Enfin, c'est pas la même chose de mettre une unité d'azote ammonitrate et une unité d'azote avec du trèfle, par exemple. Ben, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est comme ça pour tout. Ce sont les Pour taux de tout. matière organique sur la Terre, dans le monde, ils ont été divisés par deux. Ouais, ben justement, et c'est là qu'on devrait se poser la question. Effectivement, et moi, cette question-là, ça me ramène à ce qu'il y avait ouais, fin 18e siècle, Oui, début 19e siècle, c'est les ça. maraîchers parisiens, ils avaient les meilleures terres du monde, les meilleurs maraîchers du monde, parce qu'en fait, à Paris, donc la population n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais il n'y avait pas de tout à l'égout. Toi, c'était juste avant C'est le tout à ça, l'égout. c'est Donc, ça. dans les rues de Paris, on déposait de la paille, des branchages, des feuilles, et les gens, bah, ils balançaient leur pot de chambre par la fenêtre. Oui. Et ensuite, et c'était codifié, attention, on rigolait pas, hein. Et donc, et ensuite, les paysans venaient récupérer, c'était du fumier, Ah et ils mettaient oui, ça sur leur terre. Mais ils avaient un sol qui était riche et en profondeur. Et aujourd'hui, on a tout bazardé ça et on passe sur une agriculture minérale avec la méthanisation, avec ces fameux déchets de méthaniseurs qui vont finir par flinguer nos sols. Il y a un agronome qui m'a dit ça un jour, ce que n'ont pas réussi à faire les paysans avec les pesticides, ils le feront avec des déchets de méthanisation. le Donc, méthaniseur, oui, pour arriver à faire un compromis, il faut régler le digestat. Donc ça veut dire qu'il faut moins produire de méthane pour garder ouais, une partie dans les terres. mais tout à fait, il faut remettre du. Mais il y a un proverbe autrefois qui disait sur la céréale, le grain aux paysans, la paille au sol, à la terre. Mais autrefois, les céréales, elles faisaient, euh, elles faisaient 1,50 m, 1,62 m de Oui, haut, hein. oui, c'est ça. Hein. Et par contre, elles faisaient que 25 quintaux, choses comme ça. Oui, oui. Mais les gens se nourrissaient quand même, hein, attention. Sauf qu'aujourd'hui, bah, les rendements de grains sont de 80 quintaux, mais la paille, on la trouve plus. Parce qu'elle fait, elle t'arrive au genou au maximum aujourd'hui, hein. Et tu as divisé par 3 ta quantité de paille. Donc, ta quantité, et sans compter que cette paille, en plus, elle a subi les raccourcisseurs, bien sûr, mais aussi les fongicides. Au, au, Or, la, au 18e siècle, 6 millions de paysans nourrissaient la population française et il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de GPS, il y avait pas de non, phyto, ils nourrissaient la population française, hein. Et il n'y avait pas de exactement. tracteur, hein. Il n'y avait pas de Mais machine à non, traire, hein. mais non, bien sûr. Mais non, Hmm. puis tout le monde travaillait. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de la paille qu'on a aujourd'hui, elle reçoit des fongicides. Or, il faut savoir que les fongicides, enfin les champignons, parce que les Oui, maladies cryptogamiques, on appelle ça, ce sont les champignons qui attaquent la matière organique, qui attaquent la cellulose des pailles, du bois. C'est la première action, ça vient par les champignons. Ensuite, les microbes interviennent. Mais si tu mets des fongicides sur ta paille, c'est oui, justement pour empêcher les champignons d'agir. bien Donc, tu sûr. as une paille.
tu as déjà beaucoup moins de paille, de matière organique qui arrive dans ton sol. Et la matière organique, ben, elle évolue très lentement ou très peu. Du coup, ton sol il est en train de s'appauvrir. Et on arrive à ce que tu disais tout à l'heure, ben, on a diminué par deux le taux de matière organique dans le sol, mais il ne faut pas trouver bizarre. Alors C'est l'agriculteur, exactement. il traite avec les fongicides parce que les semenciers qui ont la main, bien sûr, sur la finance, ont sélectionné des variétés productives mais maladives. Donc Voilà. ils vendent l'azote et ils vendent le produit pour la soigner. Ouais. Voilà. C'est la Et, sélection des variétés qui a fait ça. et ben voilà. Et ben, ça a été très mal fait, en fait. On aurait dû faire comme ils faisaient les Ah bah, anciens, ça a été très bien travailler fait. sur la Le gars routine. qui a inventé ça, il a gagné Ouais, beaucoup d'argent, hein. voilà, ben, c'est exactement ça. Le problème, il est là, en fait. Mais c'est toujours, c'est exact. On revient au même problème de Philippe Laurent Richier. Oui. C'est que tout ça, c'est une histoire de pognon, en fait, hein, ni plus Ah ni oui. moins. Alors que normalement, on aurait dû travailler sur la rusticité, sur la résistance aux maladies, pas seulement sur le rendement, mais travailler sur ces éléments-là, mais on aurait eu des variétés très résistantes. Par exemple, il y a des variétés, enfin, on parle des pommes de terre, ben, tout de suite on traite contre le mildiou, mais il existe des variétés de pommes de terre qui sont résistantes au mildiou. Bien sûr. Voilà. Et donc, il suffisait de sélectionner là-dessus. Et donc, cette agriculture industrielle, c'est une illusion, mais elle va nous mener, et ça, Michel Chanu, et je le rejoins complètement là-dessus, il disait qu'on allait sur une famine. Mais oui, mais moi, je suis absolument d'accord avec lui. On va sur une famine mondiale. Parce que, si tu veux, ce modèle agricole, c'est le même partout. Oui. Partout sur le globe, hein. Ça avance. Oui. Et il faut savoir que toutes les civilisations qui nous ont précédés, toutes, hein, et qui ont disparu, elles avaient tout un point commun. Alors, elles ont disparu pour des raisons soit sanitaires, Oui. soit belliqueuses, soit religieuses, économiques, mais elles avaient tout un point commun, c'est qu'elles avaient toutes misé leur alimentation sur ce qu'on appelle des cultures annuelles, c'est-à-dire sur les céréales qu'on ressème constamment. Donc, tu es constamment en train de travailler ton sol et tu crées, tu ressèmes en permanence. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous? Bon, on mise tout sur. Donc, on détruit l'élevage d'un côté, et de l'autre, on mise tout sur le blé, l'orge, enfin sur les céréales, le riz, on mise sur le maïs Le maïs. et le colza. Le En fait, maïs, on est en train de. c'est la première céréale dans le monde. Ouais, eh ben, on est en train d'organiser. Tu vois, l'histoire parle pour nous et on veut pas l'entendre. Et on est en train d'organiser, en fait, notre perte de notre société comme ça. Simplement comme ça, tu vois. Comme les autres sociétés qui ont fait ce choix-là. Et nous, on fait exactement le même cheminement. Alors, avec la spécialisation, l'industrialisation, on est très fragile en cas d'épidémie dans les élevages tout court, hors sol ou autre. Et puis, dans le cas de grandes inondations ou de grandes sécheresses sur des continents entiers, comme on a industrialisé et on n'a pas de modèle résilient, il y a beaucoup plus de résiliation sur des petites exploitations que sur des grandes. Ouais, ah, tout à fait, non, mais c'est évident. Ah ben, complètement. Là. Mais le problème de l'agriculture, c'est la spécialisation. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est bien ça. Et la Alors, recherche de d'autant plus que la profit. spécialisation est attachée à l'énergie. Tout repose sur le prix, le coût de l'énergie. Et comme on Hum, n'a pas la main en termes d'énergie, rien que par le coût de l'énergie, on peut nous effondrer. ouais, complètement. Mais complètement. Donc, alors qu'il y a un autre modèle d'agriculture qui pourrait être mis Bien en sûr. place, hein, c'est Les une agricultures agriculture vivrières, vivrières. mais diversifiée. Et je vais Oui, te montrer un livre et qui nous explique, j'espère qu'on va le voir. Tu le vois bien, oui, Philippe, peut-être? on le voit Voilà. bien. Agriculture de régénération. Ouais, on Ouais, le c'est voit Marc bien. Shepard. Voilà. C'est Mark Shepard. C'est un agriculteur américain qui a remis en place, bah, il a remis des haies. Et ben, c'est un modèle avec de l'élevage, des cultures, des fruits, des légumes. Et dans sa ferme de 42 hectares. Et tu peux retrouver ça sur Internet, c'est très facile. C'est un livre absolument fascinant. C'est vraiment fascinant. Et là, il y a un modèle d'agriculture à copier. D'ailleurs, on n'aura peut-être pas le choix. Il faudra aller vers là, sinon on va crever. Donc, mais ça va être à nous de le mettre en place et pas faire confiance aux autres, à nos décideurs politiques, parce que sinon, on l'aura pas. Ah ben non. Non, Voilà. les politiques sont attachés à la finance. Oui, tout à fait. Mais c'est toujours tout le problème est là, c'est qu'on a affaire à des gens qui pensent à l'instant T et ils n'ont aucune prévision, aucune perspective, en fait. Non, ils n'ont pas de.
ils ont la stratégie pour être réélus au bout de 5 ans, mais ils Ouais, mettent pas en place de stratégie long moyen terme. Mais pour répondre un peu, parce que tu avais parlé de Laurent Richier, moi je dis que le consommateur, faut qu'il soit libre, faut qu'il soit informé mais libre. Si les gens veulent être végétariens, végétaliens, manger de la viande, boire du vin, boire de la bière, moi je dis que je respecte tout le monde. oui. On n'a pas à se critiquer les uns les autres. Si Non, quelqu'un veut non, plus manger de poisson, moi j'y vois pas d'inconvénient, hein, voilà. c'est son Moi problème. moi je dis qu'il faut laisser les gens libres. Ouais. Mais par contre, il faut qu'il se pose la question, et ça, c'est un problème d'éducation, c'est comment la nourriture est produite. Voilà. Que ce soit en légumes ou en viande ou en céréales, même le poisson, comment est-ce qu'il est nourri, hein. Tout C'est à fait. pareil, hein. Ah oui, c'est Mais quel que industriel soit, le poisson aussi. ben voilà. Et donc, il mange qu'au lieu de manger, hein. Donc, et le nœud du problème, il est là, c'est comment c'est produit. Comment c'est produit? Comment En c'est produit. sachant que moi alors j'avais pas tous les éléments qu'a Laurent Richier, mais je pense, alors je parle sous contrôle, j'ai pas tous les éléments. Je pense pas que la France on soit le pire des pays en termes de qualité d'alimentation. Non, non, parce qu'il y a encore une tradition en France quand même, encore. Oui. Déjà, il y a ça. Et il y a aussi les normes sanitaires qui interviennent là-dessus Voilà, quand même. voilà, Hein. voilà, Faut pas exagérer quand même, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, des pays, on devrait commencer à trembler quand on a la fourchette à la main, quand on voit son voilà, assiette, hein. voilà. On peut trembler, je comprends bien, ouais. Oui. Mais, euh, mais on prend le chemin. On prend le chemin d'aller vers le bas, tu vois. Alors, C'est à cause de la bon, finance. mais à cause de la finance. Mais, ouais, mais complètement à cause de la finance. Moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire-là aussi, c'est le discours des gens quand ils te disent de rapport qualité-prix. Oui. Et en fait, ça m'inquiète. Et en fait, on ne devrait jamais parler de rapport qualité-prix. On devrait parler de qualité, point. Mettre un rapport qualité-prix, c'est toujours le prix qui va dominer et Ah on oui. va tirer vers le bas. Surtout que quand Voilà. on dit ça, on peut pas mesurer dans l'instant T, on peut pas mesurer l'impact sur la santé. Lorsque tu es à l'hôpital devant le chirurgien, là, il est trop tard. Oui, c'est trop tard, ouais, exactement. Mais en fait, les gens devraient commencer à comprendre, donc se poser la question comment la nourriture est produite, ça c'est la première chose, et accepter sans doute de payer un peu plus cher la bouffe. Donc aller les chercher en se disant que c'est un placement qu'ils font. Alors parfois, quand je suis un peu en pétard, je dis aux gens, vous voulez pas dépenser votre argent dans la nourriture? C'est pas grave. De toute façon, votre argent, il sortira soit dans les mutuelles, soit en allant voir le médecin, soit en médoc, soit en intervention chirurgicale. Fais ton choix, camarade. Alors, Mais en fait, c'est ça. si le modèle n'était pas trafiqué et subventionné, ça serait pas Oui, forcément plus cher. La ben, je suis nourriture d'accord avec toi. locale, bio, locale, n'est pas plus chère que l'autre, l'industriel. Le problème, c'est Mais que non, bah non, mais tout est faussé. voilà. Et il y a des coûts induits qui sont C'est déconnectés ça, du réel coût, en fait. Ouais, ouais, c'est tout à fait. ça. C'est Bien là le sûr. problème. Il y a il y a des coûts de transport, des coûts de dépollution, des coûts de santé qui sont Voilà. pas, qui devraient être mis sur l'étiquette, pourtant. que, Évidemment. Et que en fait, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution s'efforcent de conserver avec les politiques pour garder ce modèle-là, qui est un voilà, modèle de concentration des outils qui leur permet d'optimiser leur rentabilité et de rémunérer leurs actionnaires. voilà. Ouais. Mais C'est ça. c'est toujours le même problème, c'est la rentabilité immédiate et maximum. C'est C'est ça. incroyable. C'est ça. C'est incroyable. Et ce qu'on peut reprocher aux paysans, c'est d'avoir deux reproches qu'on pourrait faire aux paysans. Oui. C'est d'avoir fait ce qu'on leur a dit de faire. Oui. Et oui. Et le deuxième reproche, c'est de défendre ce modèle d'agriculture qui est en train de les éradiquer, les tuer, les rendre malheureux, en fait. Et qui Oui. continue à tenir à bout de bras ce système et à les défendre. C'est incroyable, alors les paysans devraient se révolter pour changer de système. Changer de système, essayer d'en sortir, parce que faut faire attention quand on est dans le jugement. Une fois que le gars il a fait l'investissement, c'est très difficile de s'en Ouais. détacher. Ah ben, je suis d'accord avec toi. C'est très, Très très difficile. difficile. Sauf à Ouais. déposer le bilan, évidemment. Ouais, mais si on avait un système économique qui jouerait le jeu, effectivement, ça coûterait pas très cher. Et au lieu de placer l'argent dans la santé et la dépollution, enfin dans le soin, parce que c'est ça,
Si on plaçait cet argent-là dans l'agriculture pour nourrir les gens correctement, c'est un placement rentable très rapidement. Enfin, tu retrouves cet argent-là très rapidement, hein. Mais il faudrait aider les gens, bien évidemment. L'aide agricole devrait être là et pas dans les surfaces d'accumulation des hectares. Mais évidemment, c'est une certitude. Mais oui, donc il y a des perspectives. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des perspectives. Tout à Mais pour fait, les mettre en place, tout à fait. ça va être compliqué. Voilà, c'était un peu le but de mon intervention ce soir. Alors, est-ce que tu avais autre chose? Bon, on va arriver au mot de la fin, si on veut pas être trop long. En guise Ouais, de conclusion, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur, par rapport à ce qu'a dit Laurent Richier? Effectivement, il a dénoncé, il a bien expliqué qu'il gardait une ou deux carcasses, et s'il avait un contrôle, il disait, bah, vous voyez, le mouton est français, là, ouais. Et en fait, le reste, c'était de l'import, il faisait des mélanges. Bon, voilà, malheureusement. Alors après, faut pas non plus effrayer tout le monde et dire attention, attention, ne mangez plus de viande, tout. Bon, je pense que non, non, faut qu'on ait une mesure dans la parole, dans tout ça. Ce qu'il a dit est très courageux, hein, mais il y en a qui font pas leur boulot là-dedans. La ouais, tout à fait. DGCRF, il y en a qui font pas leur boulot, hein. Ouais, tout à fait. Ah, mais complètement. Mais bien sûr. Mais moi, en me conclusion, je dirais aux gens, mais soyez curieux, posez la question, comment votre nourriture est produite? Et après, là, vous allez discuter. Et en plus, les gens vont comprendre. Ils vont commencer à analyser et à réfléchir et à creuser. Donc, mais Oui. c'est très Ben, bien, hein, demandez comme c'est dans certains magasins qu'on peut voir dans les grandes surfaces, U ou Leclerc, même si c'est une récupération, parce que ça nourrit pas l'agriculteur. Ils mettent en photo des agriculteurs locaux où ils donnent 1 euro de plus souvent du kilo de carcasse. C'est pas ça qui dégage un revenu dans une ferme, hein. non, Il achète la paix sociale, mais que les consommateurs demandent d'où vient la marchandise, qui l'a produit, comment elle a été produite, le plus possible revenir sur les projets alimentaires territoriaux, descendre dans les exploitations, prendre le lait, les yaourts, les légumes, tout ce que... Venir, voilà. si vous pouvez, demander d'où ça vient, qui donne le certificat d'où ça vient. Et après, l'étape du dessus, moi, je vais commencer à en parler. Il faudrait que sur les étiquettes, ou quand les gens ils font des salons avec leurs vaches, faudrait mettre la rémunération de l'agriculteur au-dessus. Oh oui, ça serait une bonne Mensuel, chose, ça. mensuel, et préciser si c'est avec amortissement ou sans amortissement. Ouais, Parce que bon, il y en a beaucoup qui font les malins sur les salons, mais en réalité, non, ils gagnent pas d'argent, ouais, les gars. ouais, Donc, tout à c'est fait. pas une honte, c'est pas un jugement, mais il faut dire la vérité. Si on dit pas la vérité, on va jamais pouvoir évoluer. Ben non, mais effectivement, non, non, mais si on ne dit pas la vérité, on ne sait pas. Donc les gens Voilà, imaginent, ils cachent, parfois ils mentent même pour leur situation, c'est mais ça. c'est pas rendre service. On rend pas service à la cause, hein, Ah et non, les gens après, bah non, évidemment, évidemment. d'accord. Bon, bah, très bien. Donc, c'était ton mot de la fin, alors, Pierrick. Oui, oui, faire attention, poser des questions, mais je pense que ton idée est bonne, c'est-à-dire si tout le monde se mettait à poser la question d'où vient l'alimentation, comment elle est produite, des questions comme ça, je pense que la grande distribution ferait attention. Du coup, ils seraient réceptifs parce qu'il faut qu'ils vendent, hein. Et donc, Sur une étiquette, ça prend pas beaucoup de place, hein. L'agriculture, la nourriture, pardon, c'est la santé. C'est la santé, c'est l'environnement, c'est la santé des gens, d'accord? ouais, Donc, mettre la provenance, hein, et puis mettre le salaire mensuel du paysan. voilà, Au-dessus de la côte de bœuf, ou de la cuisse de poulet, ou la cuisse d'agneau. ouais, Voilà. tout à Et fait, là, il y aurait une grosse avancée. ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoute, Pierrick, merci. Et puis je te dis à la prochaine dès que tu veux intervenir. Il y a D'accord, un sujet merci. brûlant, tu n'hésites pas à m'appeler. Ouais, ben on fera sur l'eau, on fera Oui, sur une vraie l'eau. vidéo sur l'eau. Ouais, ça sera très intéressant. Ben, Très bien. merci Philippe. La prochaine sur l'eau. À bientôt. Salut, À Pierrick. bientôt. Salut, merci. Merci à tous.